Personne ne sera laissé sur le bord du chemin vers le progrès, dixit Jeannot Kouadio Aoussou. Le Premier ministre était devant le Parlement le 16 juillet dernier, invité à présenter la politique générale du gouvernement. Comment le gouvernement entend-il améliorer le quotidien des populations? Quelle est sa vision de la Côte d'Ivoire? C'est à cet exercice que s'est soumis le Premier ministre à travers un exposé autour des thèmes majeurs de l'éducation, la santé, l'économie, la sécurité, la réconciliation, la coopération internationale. Rien n'a échappé au Premier ministre, à la grande satisfaction des députés. Ce projet répond-il aux attentes des Ivoiriens? Peut-il faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, comme promis par le président de la République, et à quelles conditions? Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous recevons Dr Binate Fofana Namizata. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Docteur Ngué Sankofi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Docteur Komena Boniface. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et le docteur Diarra Ibrahim. Ils sont tous quatre chercheurs au CIRES, le Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Pour vous permettre de bien vous installer, je vous propose d'écouter David Mobio, qui revient sur les grands traits du discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Aoussou Jeannot, chef du gouvernement ivoirien, est venu à l'Assemblée nationale face aux députés pour présenter l'importante mission que lui a confiée le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Cette mission vise à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et des Ivoiriennes, à créer un cadre global d'épanouissement de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Cette mission de l'équipe gouvernementale vise également à remettre la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement en créant les conditions d'une paix durable, d'une paix définitive. Il s'agit donc de relever d'importants défis que les crises politiques à répétition et la récession économique ont rendus complexes. Et au nombre de ces défis, on peut citer la reconstruction d'une armée nationale, la consolidation de la paix et de la sécurité, la redynamisation de l'économie nationale, la réhabilitation et la construction d'infrastructures, une école ivoirienne à recentrer sur les valeurs du mérite et de l'effort, la création d'emplois et la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire en ce qui concerne le foncier rural et urbain. Pour faire face à ces importants défis, le gouvernement ivoirien a élaboré un plan. Il s'agit du PND, le Plan national de développement, dont l'objectif est de faire de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays émergent à l'horizon 2020. Une telle ambition repose avant tout sur un diagnostic clair de ce vaste chantier. Sylvie Touré. Merci David Mobio. Alors je vous propose de commencer par le volet éducation. Docteur Diarra, vous êtes le directeur du CIRES, on va commencer par vous. L'actualité dans ce domaine est dominée par l'augmentation, la proposition d'augmentation des frais d'inscription décidée par le Conseil des présidents d'université. La mesure vient d'être suspendue par le président de la République et sera débattue ultérieurement. Quelle est votre position dans ce débat? Je vous remercie. Je tiens tout d'abord, avant donc de répondre à votre question, à remercier donc la Direction générale de la RTI de nous associer à un tel exercice. Pour revenir donc à votre question, je dirais que l'augmentation des frais d'inscription à l'université répond à un souci, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. Qualité de l'enseignement parce que depuis un bon nombre d'années, il y a un certain nombre de travaux pratiques, d'activités ou de matières qui ne bénéficient pas donc de renforcement. Et donc, sur cette base, le conseil d'université, je dirais donc les conseils d'université des différentes universités donc, de Côte d'Ivoire, se sont réunis et ont décidé donc d'augmenter les frais d'inscription et de fixer le taux de 100 000. C'est vrai que ce taux-là soulève de nombreuses réactions, mais ce qu'il faut dire, c'est que il faut retenir simplement que si on veut avoir une formation de qualité, il est important que
on aille vers une augmentation de ces frais-là. Alors, il est clair que l'université a besoin d'énormes moyens, mais est-ce que la mesure d'augmentation des frais d'inscription est opportune? L'augmentation des frais, à un moment donné, le constat a été fait. Si on veut rentrer le 3 septembre avec une université qui va vers l'excellence et donc qui améliore la qualité, il est important que ces frais-là soient revus à la hausse. Mais, mettant cela en relation avec les conditions de vie et la situation donc de pauvreté que nous connaissons, effectivement, cela peut faire grincer les dents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que les ménages puissent faire un effort pour contribuer à la qualité de la formation de leurs enfants. Docteur Binaté, votre position dans ce débat? Merci. Je pense que je vais aborder dans le même sens que c'est le directeur. Mais ce que je voulais simplement ajouter, c'est que augmentation, d'accord, mais il serait mieux, compte tenu du contexte, comme monsieur le directeur vient de le dire, compte tenu du contexte, il faut augmenter, mais il faut que cette augmentation ne soit pas brusque, qu'elle se fasse de façon graduelle. Vous comprenez? Voilà. Et donc, lorsqu'on regarde la situation actuelle, je crois les frais d'inscription qui sont à 6 000 francs, ils doivent passer à 100 000. Vous voyez que le gap est assez important. Et je pense que sinon, je suis pour l'augmentation. Comme le directeur l'a dit, si nous voulons améliorer la qualité de l'enseignement, mais il faut que cette augmentation se fasse de façon graduelle. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Oui. Alors, docteur Kofi, est-ce qu'en dehors des frais d'inscription, il n'existe pas d'autres mécanismes pour financer l'université? Avant de répondre à cette question, permettez que je me prononce sur la première question que vous avez posée, pour dire que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est important d'augmenter les frais d'inscription. Parce que vous savez, l'université, tout comme l'éducation, fonctionne comme toute entreprise, hein, qui combine des facteurs de production, le personnel, les enseignants, avec du capital, les infrastructures qui existent, pour produire un output. Et l'output de l'éducation, ce sont les diplômés et ce sont les formés. Donc il faut que les diplômés et les formés aient des compétences. Et pour qu'ils aient des compétences, il faut créer les conditions pour qu'ils aient ces compétences-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la performance de notre système éducatif s'est dégradée. Vous savez que l'université de Cocody, aucune université de Côte d'Ivoire n'est classée parmi les 100 premières universités d'Afrique. Les 7 premières universités sont sud-africaines. On trouve dans ce classement l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et également l'université de Ouagadougou. C'est dire que la performance s'est dégradée et je pense que nous devons prendre des mesures pour que cette performance s'améliore. Et au nombre de ces mesures-là, c'est l'équipement, l'amélioration des conditions de travail. Mais cela passe nécessairement par un financement. À Ouagadougou, les frais d'inscription n'atteignent pas 100 000 francs, docteur? Oui, mais c'est juste une comparaison pour montrer qu'il y a eu une dégradation de la performance, ce qui nécessite la prise de mesures pour améliorer la qualité de l'enseignement. Maintenant, pour ce qui concerne l'augmentation des frais, c'est important. Vous savez que les infrastructures sont dépassées. Et donc, la prise en charge des investissements nouveaux nécessite un financement. Cependant, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il faut tenir compte de la capacité contributive des ménages. Tout le monde sait que depuis quelques années, la pauvreté est grandissante. Et donc, cela nécessite, comme l'ont dit mes prédécesseurs et comme l'a dit Dr Binaté, que ces mesures soient prises de manière progressive, mais toujours de manière concertée. Voilà. Alors, vous êtes tous ici enseignants-chercheurs. En dehors des frais d'inscription, est-ce qu'il n'existe pas d'autres mécanismes pour financer efficacement l'université? Il y a sûrement d'autres mécanismes. Il y a la contribution des ménages, comme le directeur l'a dit, puisque nous sommes, depuis les crises économiques que les pays africains ont connues, on a parlé de politique de recouvrement des coûts. Donc, il faut que les ménages contribuent donc, à la production des services. Nous sommes dans cette logique. C'est vrai que les ménages doivent contribuer. Il y a aussi l'État qui doit apporter sa subvention. N'oublions pas que c'est une université publique. Mais il y a aussi la recherche. La recherche et le développement. Et dans ce domaine-là, je pense que l'université a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire, a beaucoup apporté au monde professionnel.
je pense que c'est une piste à explorer pour améliorer les ressources propres de l'université. Docteur Komena, pour ou contre la mesure d'augmentation des frais d'inscription? Oui, je répondrai que par rapport à ce que mes présidents ont dit tout à l'heure, il faut l'augmentation, bien sûr, parce qu'on veut un enseignement de qualité. Et nous qui avons étudié dans cette université-là, on sait comment, dans quelles conditions nous avons étudié. Mais graduellement, la situation s'est dégradée. Donc ça veut dire qu'il faut que les ménages contribuent au financement de l'enseignement, donc de l'éducation au niveau de l'université. La difficulté, c'est que nous sortons d'une crise. Donc l'augmentation, elle est la bienvenue, mais il faut pouvoir étudier les conditions d'application, vous avez dit, de la contribution des ménages, parce que on passe de 6 000 à 100 000. Et il faut pouvoir évaluer qu'est-ce que cela représente pour le financement, en fait, pour qu'on puisse savoir est-ce que les 100 000 francs que nous allons dégager pour pouvoir financer cet enseignement est suffisant ou pas, et quelles sont les deux dispositions qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir, disons, booster. Alors, il y a quelques années, un séminaire à Grand Bassam qui avait fixé les frais d'inscription à 50 000 francs. Et voilà, subitement, on propose 100 000 francs au minimum. Pourquoi pas les 50 000 francs, par exemple? Bon, pourquoi pas les 50 000 francs? Comme je viens de le dire, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne le temps de pouvoir regarder de près qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire. Parce qu'on a dit 50 000 francs et subitement on dit 100 000 francs. Il faudrait qu'on explique, qu'on donne pourquoi on passe de 50 000 à 100 000. Je crois que c'est ça qui est important. Il faut qu'on arrive à expliquer. Docteur Diarra, pouvez-vous nous expliquer cela? Ouais. Bon, ce que je peux dire concernant donc cette mesure, c'est que nous sommes partis. Donc je dirais que le conseil universitaire est parti du principe que sur la base d'une évaluation faite par l'UMOA, un étudiant ivoirien coûterait en tout pour sa formation 1,2 million. Et donc en termes de contribution de l'État, on avait une contribution qui tournait autour de 300 à 400 000. Et donc, si vous voulez, le gap à combler était pratiquement de 800 000 francs. Et donc, sur les 800 000, la contribution en fait des ménages, c'est 100 000 francs. C'est un montant qui est certes difficile peut-être à supporter par les ménages, mais c'est surtout pour permettre, comme on l'a dit tout à l'heure, améliorer la qualité. Mais il est entendu que le gap qui reste est à rechercher naturellement ailleurs, comme le collègue Dr José l'a dit. C'est vraiment de rechercher, si vous voulez, que l'université se comporte un peu comme un bureau également de consultance, qui permet donc, à travers donc, les études et les activités qu'elle va mener, à avoir des ressources additionnelles qui lui permettent également de faire face à ces différents coûts. Voilà un peu ce qui a, si vous voulez, motivé la fixation de ce coût-là. C'est clair qu'à 50 000, les frais qui avaient été fixés à l'époque, les choses également ont évolué, donc il faut tenir compte donc, de ces aspects-là. Donc voilà un peu ce qui justifie que ce taux-là, ce montant-là a été fixé naturellement en deçà du gap qu'il y a à combler. D'accord. Alors la mesure a été suspendue. On attend que le gouvernement se prononce là-dessus. Voilà. Une chose est sûre, le 3 septembre s'ouvre l'université, une nouvelle université, une université rénovée avec de nouveaux bâtiments. Alors en dehors des bâtiments qui ont été rénovés, qu'est-ce qu'il y a à faire encore à l'université? Le docteur Nguessan l'a dit tout à l'heure, l'université de Côte d'Ivoire va mal. Elle ne figure pas parmi les 100 premières universités en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour redorer le blason de l'université? Je pense déjà qu'il y a la rénovation qui se fait, mais comme cela est prévu, je pense qu'il y a l'extension également des bâtiments, puisque vous êtes sans ignorer que le nombre d'étudiants augmente chaque année, et donc il faut pouvoir avoir des infrastructures qui puissent accueillir tout cela et trouver des mécanismes qui permettent également une utilisation rationnelle des salles. Et dans cette mouvance-là, je dirais que l'université est en train d'aller donc vers le système LMD qui va permettre, je pense,
de régler ces problèmes de rationalité donc des salles et de pouvoir dispenser un enseignement de qualité qui pourra naturellement se comparer donc à l'enseignement dispensé dans les universités qui sont citées comme référence. D'accord. Alors, docteur Binaté, quel changement souhaiteriez-vous voir opérer au niveau de l'université? D'accord, merci. Alors, comme le collègue vient de le dire, c'est vrai que les bâtiments vont être rénovés et ces bâtiments vont être utilisés par des étudiants. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'en même temps que les bâtiments vont être rénovés, il est important que ceux qui vont utiliser ces bâtiments aussi soient de nouvelles personnes dans la tête. Il faut véritablement de nouvelles mentalités. Je pense que ça, c'est très, très important. Et il faut qu'on apprenne à comprendre véritablement que l'université ou l'école est faite pour apprendre. C'est un lieu de savoir et non un lieu de, je vais dire, c'est principalement pour, on va à l'école à la recherche du savoir. Et donc, tout ce qui peut contribuer à accumuler ce savoir doit être respecté, vous comprenez? Soyez plus précise, docteur. Oui, je vais dire, ce que je veux dire, c'est que quand je dis tout ce qui doit doit contribuer à donner ce savoir, doit être respecté. Je vais parler par exemple les bâtiments, tout le matériel qui vont être utilisés, qui vont être mis à la disposition des étudiants. Il faut que les étudiants sachent que ça leur appartient et que ça leur permet de pouvoir s'instruire. Alors, vous avez aussi, à côté de cela, vous avez les enseignants qui vont dispenser, qui vont transmettre ce savoir, qui ont aussi droit au respect. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. D'accord. Voilà. Docteur Kofi. Merci, madame. En plus de ce que docteur Binaté vient de dire, moi, je pense qu'il y a aussi les questions liées à l'équipement des bibliothèques. Parce que, comme elle l'a dit, l'université, on y va pour acquérir des savoirs, des savoir-faire et un savoir-être. Donc, il faut que l'instrument principal de l'étudiant, c'est-à-dire le livre, puisse être disponible. Et surtout, il faut que ces livres qui seront donc dans les bibliothèques soient des livres actualisés, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes à l'ère de la mondialisation, des technologies de l'information et de la communication. Il n'y a pas de raison que l'université ivoirienne ne soit pas au même niveau que les autres universités du monde. Deuxièmement, je pense qu'il faut aussi penser aux enseignants. Parce que ce sont les enseignants qui dispensent le savoir. Il faut penser à créer les conditions pour que les enseignants dispensent le savoir, pour qu'ils actualisent les cours qu'ils dispensent. Cela veut dire qu'il faut d'abord qu'ils aient des bureaux bien équipés. Il faut également qu'à l'université, on songe aussi à la familiarisation de l'étudiant avec la technologie de l'information et de la communication. Pour nous qui dispensons des cours... Ça a manqué ces dernières années. Oui, mais depuis longtemps d'ailleurs. Pour nous qui dispensons ces cours qui sont très proches des aspects pratiques, qui nécessitent des applications, par exemple informatiques, qui sont importantes pour la compréhension du cours, nous sommes au regret de constater qu'il n'y a pas de salle informatique où les étudiants pourraient s'exercer à la maîtrise de certains logiciels qui sont indispensables pour leur formation. Je pense que ce sont des aspects qui sont importants sur lesquels il faudrait insister. Docteur Komena, quelque chose à ajouter? Oui, bon, au lieu de me répéter, je pense que tout ce que mes collègues viennent de dire là, c'est très important. C'est vrai, on a les bâtiments qui sont... Quand vous passez à l'université de Cocody, je dirais que vous avez envie d'aller à l'école. Mais en dehors des bâtiments, il faut des mentalités. Comme la collègue l'a souligné tout à l'heure, il faut de nouvelles mentalités. Parce que l'endroit, le lieu du savoir, je pense qu'il faudrait que ce lieu-là soit quand même fréquentable. Parce que si les enseignants qui vont aller dispenser ces cours-là ne sont pas dans des conditions pour pouvoir dispenser les cours, il va s'en dire que les bâtiments, ça va risquer de non. Donc, et en plus, les étudiants eux-mêmes doivent savoir que c'est de ça, c'est de leur formation qu'il s'agit.
C'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre. Bon, donc, ils doivent quand même s'intéresser à ce savoir qu'on va pouvoir leur donner. Donc, aller à l'école, comme on le dit. Et puis, bon, apprendre tout ce que, disons, au niveau de l'enseignement supérieur, tout ce qu'on va leur demander comme contribution. On a parlé tout à l'heure des frais, mais on a déjà débattu ça un peu, mais il faut que quand vous allez à l'université, c'est pour que vous sortiez avec un diplôme et non faire carrière. C'est ce qui a manqué, je crois, que les années passées. Donc, il faudrait que cette nouvelle mentalité soit vraiment instaurée et qu'aussi on pense aux conditions de vie des enseignants, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles ils vont pouvoir dispenser les cours. Il ne faudrait pas qu'il y ait des menaces. S'il y a des menaces, ça va être difficile. Alors moi, je me posais une question, j'ai fait le tour des tables, personne n'en parle. Est-ce qu'il est normal de retrouver dans les écoles, à l'université aussi, des associations d'étudiants et même d'enseignants affiliés à des partis politiques au sein de l'université, au sein des lycées et collèges, se tiennent des réunions de partis politiques? Est-ce que c'est normal? Bon, on parle d'assainissement, de nouvelles mentalités. L'université, c'est pour enseigner, c'est pour prendre des cours. Sur ce point, je pense que tout individu, tout Ivoirien est libre d'adhérer à un parti politique. Mais le champ d'action doit pas être l'université. Mais ce n'est pas le champ d'action, doit pas être l'université. Parce que vous êtes à l'université, vous pouvez avoir les syndicats, le rôle d'un syndicat, c'est revendiquer les conditions de vie, l'amélioration des conditions de vie de votre lieu de travail. C'est-à-dire pour les étudiants, par exemple, pour qu'ils aient des bibliothèques bien fournies, pour qu'il y ait des salles bien équipées. Ces revendications-là, les étudiants peuvent s'exprimer. Mais il est hors de question qu'on transpose, disons, le côté politique sur le lieu de savoir. D'accord. Docteur Binaté, je veux prendre votre avis sur la question. Ok. Alors, moi, je dirais que lorsque nous considérons le droit au syndicalisme, on ne peut pas empêcher, des étudiants, puisque nous parlons d'université, de s'associer. Alors, mais ce que je dirais, c'est que s'associer, d'accord, mais comme mon collègue vient de le dire, il faut plutôt défendre, lutter pour de meilleures conditions de vie et de travail. Sur ce plan, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Alors, je vais dire, lorsque cet objectif détourné, n'est pas respecté, voilà, c'est lorsque cet objectif n'est pas respecté, alors ça pose un problème. Donc, s'il faut accepter qu'il y ait la vie associative au sein des universités, s'il faut l'accepter, il faut en même temps encadrer, voilà, canaliser, n'est-ce pas, encadrer ces associations-là, de manière à ne pas déborder, à rester, n'est-ce pas, à respecter les règlements. D'accord, voilà. C'est compris. Alors, le plus important, c'est de former, c'est de bien former, mais oui, il faut aussi offrir des possibilités d'insertion à ces milliers de jeunes qui sortent tous les ans diplômés de l'université. Ça n'a pas véritablement fonctionné ces dernières années. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que sortir de l'université ces dernières années, c'est venu grossir le rang des chômeurs. Oui, mais cela, ça s'explique. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que depuis plus d'une dizaine d'années environ, la Côte d'Ivoire a vécu des situations de crise. Et ça n'a pas facilité. Déjà avec la crise de 1980, si nous partons loin, il y a eu, disons, un problème au niveau de la création d'emplois. Ouais. Il y a eu un problème au niveau de la création. C'est dû à quoi? Un manque de politique ou est-ce qu'il y a eu véritablement une politique d'insertion? Bon, je dirais que lorsqu'on regarde, d'abord quand on regarde la formation, on se rend compte qu'il n'y a pas eu une adéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'est bien. Et puis aussi, il y a eu, parce que pour créer l'emploi,
une des conditions, c'est d'investir. Alors, on se rend compte qu'il y a eu très peu d'investissement, ce qui a fait qu'il y a eu aussi un manque d'offres d'emploi. Et par conséquent, même ceux qui sortent avec des diplômes, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, ces diplômes sur le marché ne pouvant pas être, si vous voulez, n'étant pas adaptés aux réalités sur le marché, ça crée, il est difficile de pouvoir... Docteur Diarra, vous avez écouté le Premier ministre, vous avez entendu son discours. Est-ce que vous avez perçu les solutions à l'épineuse question de l'emploi? Je pense qu'il a indiqué un certain nombre de programmes et un certain nombre d'actions à mener. Il n'est peut-être pas rentré dans les détails, mais ce que je voudrais dire un peu à la suite de ma collègue, c'est surtout de dire que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui sont formés et qui sortent après pour grossir le nombre des chômeurs, mais c'est clair aussi que ça a une corrélation avec aussi la qualité de l'enseignement. C'est vrai que, comme on l'a dit, à un moment donné, les conditions même dans lesquelles les étudiants prenaient les cours, les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent également les cours, font que vous avez souvent des diplômés qui sortent, mais qui directement, je veux dire, utilisables ou qui peuvent déjà commencer à travailler, ça pose un problème. Avant de les employer, il faut déjà leur inculquer déjà une formation, il faut leur transmettre une certaine formation spécifique. Et donc, je pense que c'est ce qui explique, si vous voulez, qu'il y ait eu ce nombre grandissant de chômeurs. D'accord, on va y revenir. Je vais vous permettre d'écouter le Premier ministre sur la question de l'emploi jeune. L'emploi. Le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre la politique nationale de l'emploi afin de résoudre l'épineux problème du chômage, en particulier celui des jeunes et des femmes. Dans le cadre de l'impulsion de la création d'emplois, la mise en œuvre du plan d'action opérationnel si rapportant sera effective au cours du dernier trimestre 2012. Conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'emploie à créer 250 000 emplois par an répartis dans plusieurs secteurs productifs. À cet effet, un appui financier de 25 milliards de francs CFA de la Banque mondiale dans le cadre du projet Emploi jeunes et du développement des compétences est en cours d'exécution. Ce projet permettra à terme de créer 27 500 emplois jeunes sur une période de 3 ans. De même, au titre du volet formation, insertion professionnelle attendu du financement C2D, 10,2 milliards seront consacrés à la création de 29 000 emplois jeunes, également sur une période de 3 ans. Le ministre d'État en charge de l'emploi présentera très prochainement devant le Parlement la politique de l'emploi et déclinera les phases successives pour venir à bout du chômage endémique qui constitue l'une des plus graves menaces de notre stabilité sociale, économique et politique. Oui, nous devons venir à bout de ce chômage, car nous en avons les moyens avec l'appui des partenaires au développement. Voilà, docteur Kofi Nguessa, on l'a entendu, l'objectif, on le connaît, 250 000 emplois par an. L'objectif est connu, mais est-ce que les mécanismes existent pour atteindre cet objectif-là? Merci beaucoup, madame. Je pense que la question du chômage, et particulièrement le chômage des jeunes, est très, très importante. Et il faut dire que cela remonte au début des années 80, puisque avant les années 80, dans les années 70, ce problème de chômage ne se posait pas avec acuité. Donc, c'est dire que le chômage s'explique d'abord par une insuffisance d'emploi. Insuffisance d'emploi qui, elle-même, est causée par une contraction de l'activité économique. Donc, la crise économique a détruit les emplois. Ça, c'est le premier élément qu'il faut retenir. Deuxièmement, le chômage s'explique aussi par l'inadéquation de la formation à l'emploi. Ça veut dire que les produits de notre système éducatif et les demandeurs d'emploi en général n'ont pas les compétences qui sont exigées par les entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne forme pas pour former. La formation donne ce qu'on appelle un signal de productivité.
Le chef d'entreprise, c'est un homme d'affaires. Quand il vous embauche, il va supporter des coûts. Mais il faut qu'en retour, vous soyez capable de lui rapporter quelque chose. Et ce quelque chose, si je peux m'exprimer ainsi, que vous rapportez au chef d'entreprise, c'est la productivité. Ce que vous apportez à sa production. Donc, quand vous sortez de l'université ou des grandes écoles, que vous n'avez pas les compétences qui répondent à ces exigences, ils ne vous recrutent pas, c'est tout à fait normal. Mais l'État a bien perçu le problème, puisque depuis les années 70, il existe effectivement une politique nationale de l'emploi. Il suffit de consulter les différents plans quinquennaux, 71, 75, 76, 80, etc. Vous verrez qu'à l'intérieur figure une politique nationale de l'emploi. Et vous allez remarquer que les problèmes identifiés sont les mêmes que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que les mécanismes existent pour créer ces 200 000 emplois? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement combien de chômeurs on a. On parle de 4 millions, d'autres parlent de 6 millions, on ne sait pas exactement combien de chômeurs ce chiffre de 4 millions, je ne vous donnerai pas un chiffre parce que je vais éviter la polémique. Mais ce que je peux dire, c'est que ce chiffre de 4 millions de chômeurs, je ne peux pas apporter ma caution à ce chiffre de 4 millions de chômeurs. Parce que 4 millions de chômeurs, je pense que c'est un nombre très important. Mais en plus, je crois que ce chiffre traduit beaucoup plus la situation de sous-emploi. Je peux développer cela. Vous savez que si on veut parler de chômage, il faut parler du concept de chômage. Qui est chômeur, qui n'est pas chômeur? Et si on se base sur la définition du BIT du chômage, le chômage, c'est d'abord une personne active, donc vous appartenez à la population active, population en âge de travailler. Alors, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on regroupe sur ce vocable, c'est ceux qui sont en quête d'emploi. Oui. C'est ceux qui sont en quête, qui ont déjà travaillé, qui ont perdu un emploi, qui n'ont jamais travaillé. C'est tout cela qu'on met sous ce vocable. Mais exactement, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement a ces millions d'Ivoiriens sous la main à insérer l'objectif 250 000 emplois par an? Est-ce que c'est faisable? Par quel mécanisme? C'est ce que j'aimerais savoir. Oui, mais c'est justement à cette question que je voulais répondre. C'est faisable. C'est faisable parce que quand on regarde la politique du gouvernement, on voit que l'accent est mis sur la croissance économique. Je vous ai dit que c'est la crise qui a créé cette situation de chômage. Et cette croissance va développer l'activité économique. Quand l'activité économique se développe, des entreprises se créent et des postes de travail s'ouvrent. Vous voyez? Et on peut même faire des simulations. Je veux dire que quand on voit la relation qu'il y a entre la croissance et l'emploi, par exemple, avec un taux de croissance de 8% ou de 10%, il y a de fortes chances que dans le secteur moderne privé, environ 40 000 emplois se créent chaque année. Il y a de fortes chances que 40 000 emplois se créent chaque année. Nous sommes des chercheurs, donc nous avons déjà fait ce genre de simulation. Quand on regarde l'élasticité de l'emploi au produit intérieur brut, c'est-à-dire la sensibilité de l'emploi à la 40 000 croissance. emplois par an, 40 000 au taux de 250 000, Oui, il reste 210 000. exactement. Les autres, Ça, c'est le secteur moderne privé. Ensuite, il y a l'administration publique. Vous savez que l'État s'emploie à améliorer l'accès aux services sociaux de base. L'accès à l'éducation, cela va nécessiter le recrutement d'enseignants. L'accès à la santé, cela va nécessiter le recrutement de médecins et d'infirmiers ainsi que de sages-femmes. Mais il y a également la politique industrielle, le développement de pôles économiques dans les régions pour réduire les disparités régionales. Mais ça va développer un tissu économique dans les régions. Donc il y aura assez d'emplois. Il y a l'agriculture, la diversification agricole. Vous prenez uniquement le secteur agricole. Donc, en clair, l'objectif de 250 000 emplois par an, c'est faisable. C'est faisable. Merci, docteur. Docteur Komena, la question est là. Je ne vous poserai pas la même question. Oui. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs structures à charge de la question de l'emploi. Est-ce que de cette façon, on peut être efficace? Pourquoi ne pas créer une seule structure? Je vous remercie, madame. En fait, l'existence de plusieurs structures pour la création d'emplois, je crois que si le gouvernement a pensé que la mise en place de ces structures pouvait répondre au problème de l'emploi, je pense que ça a été voulu, donc ça peut permettre de pouvoir contribuer à la création d'emplois. Si on vous demande votre avis, oui, vous aurez fait pareil. J'en viens. C'est pourquoi je vais donner mon avis Allez-y. par rapport à ce qui est si le gouvernement
a décidé qu'on autorise à ce qu'il y ait plusieurs, disons, structures qui s'occupent de l'emploi, parce qu'il y a différents secteurs d'activité. Vous prenez l'artisanat, vous prenez au niveau industriel, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est pouvoir canaliser pour savoir dans chaque compartiment, quels sont les emplois qu'il faut pouvoir créer, en fait, pour pouvoir répondre aux problèmes de chômage. Donc, c'est dans ce cadre-là que je crois que ces structures-là existent. Mais il serait aussi intéressant d'avoir une coordination, parce que pour pouvoir mettre tout ça en place. Mais n'empêche que s'il y a des structures qui existent, mais il doit y avoir une coordination, une structure qui coiffe, qui va recentrer tout ce qui se passe pour pouvoir... Ça, c'est mon avis que je donne. Mais le gouvernement a choisi de créer plusieurs structures pour pouvoir s'occuper de l'emploi. Mais je pense qu'il faut une coordination pour savoir, puisque tous les secteurs sont interconnectés. On peut pas, ça dit qu'on ne peut pas dire que bon, si on est dans le domaine industriel ou le domaine de l'artisanat, tout est connecté au domaine de l'agriculture, exactement. Donc, il faut qu'il y ait une coordination pour pouvoir canaliser tout cela. D'accord. Docteur Diarra, je vous permets d'intervenir sur la question. Est-ce que la pluralité des structures achète la question de l'emploi? Déjà, au gouvernement, on a plusieurs ministères qui se disputent la question. Et ces différents ministères ont des structures sous tutelle. Finalement, on ne sait pas exactement qui fait quoi. Alors, pourquoi ne pas aller directement à un guichet unique de l'emploi? Oui, mais je pense qu'avant d'y aller, il faut déjà prendre toute la mesure. Il ne faut pas, parce qu'on veut avoir juste un seul interlocuteur, qu'on mette plusieurs choses ensemble. Je pense qu'il y a aussi, si vous voulez, les questions de subsidiarité, c'est-à-dire qu'il consiste à avoir des structures beaucoup plus aptes à parler donc des questions d'emploi dans des secteurs peut-être beaucoup plus spécifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque vous avez plusieurs structures, la mission, ou ce qui est le plus important, c'est de faire en sorte que les missions ne se chevauchent pas. Et c'est ce qui est souvent la base de l'inefficacité, si vous voulez, du système en la matière. Oui, pour un guichet unique, mais peut-être avant d'y aller, il faut, je pense, prendre le temps de mener une étude et de voir quels sont les avantages de mettre tout cela sous la forme d'un guichet unique. Et pourquoi pas créer une coordination? D'accord, je vais poser la question au docteur Nguessan. Je sais qu'il a travaillé sur la question. Vous étiez à l'AGEP, c'est bien cela? Voilà. Et quelle est la méthode la plus efficace? Plusieurs structures ou une seule, rapidement? Oui, mais vous savez que la situation d'avant la création de ces structures, c'était le regroupement des structures. Il y avait l'ONFP, il y avait l'OMOSI. Ce sont même les bailleurs de fonds qui ont suggéré la création de ces structures. Je pense que les missions sont clairement définies. Vous avez les structures comme l'AGFOP qui interviennent dans l'ingénierie de la formation, le Fonds de développement de la formation professionnelle qui finance la formation. À la pratique, les structures ne se marchent pas sur les pieds. Ça fonctionne correctement? Non, je donne déjà les missions pour qu'on comprenne les missions de chaque structure. Donc vous avez le Fonds de développement de la formation professionnelle qui finance la formation professionnelle continue. Et vous avez les structures comme l'AGEP qui sont dans l'ingénierie de l'insertion. Et vous avez le Fonds national de solidarité qui s'occupe de l'emploi indépendant. Donc quand on regarde les missions, il n'y a pas de raison qu'il y ait des chevauchements. Mais dans la réalité, effectivement, on constate des chevauchements. Voilà. Et je pense que si on insiste pour que chaque structure s'en tienne effectivement à ses missions, il n'y aura pas de chevauchement. Et il faut veiller à ce qu'il y ait une synergie entre ces structures dans leur intervention sur le terrain. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plateforme de services a été créée. Une plateforme de services qui regroupe toutes ces structures et qui a pour mission de faire en sorte que ces structures interviennent au niveau local avec chacune sa spécificité et son avantage comparatif. D'accord. Oui. D'accord. Je vais rester avec vous pour aborder le volet économique. C'est l'une de vos spécialités. L'objectif à atteindre, c'est 8,2% pour fin 2012. Nous sommes à 5 mois de la fin de l'année 2012. Est-ce qu'on peut atteindre cet objectif? Je pense que cet objectif peut être atteint. Il peut être atteint, mais vous savez qu'en matière économique, il y a des estimations. Et puis, dans la réalité, si on n'a pas atteint effectivement l'objectif, on peut corriger. Mais je pense qu'il peut être atteint. Je vous ai parlé tout à l'heure des différents projets, développement de pôles économiques. Autour des pôles économiques, il y aura donc un développement de pôles de compétitivité. Vous voyez tous les projets de réhabilitation des infrastructures économiques et sociales. Vous voyez ça.
vous voyez, le troisième pont qui va être construit, tous ces éléments-là sont faits pour relancer l'économie. Et en général, cette technique qui consiste à investir dans les travaux, dans les grands travaux, dans les travaux de reconstruction d'infrastructures économiques et sociales, ce sont des techniques qui sont utilisées en général par les pays qui sortent d'une situation de laquelle nous sortons. Vous voyez également cet afflux d'investisseurs étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, c'est important. Vous voyez également les stratégies qui vont dans le sens de la diversification agricole, etc., etc. Je pense que ce sont des éléments qui vont nous permettre de relancer l'économie. Si vous permettez, il est important aussi de communiquer sur le taux de croissance. D'accord, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va écouter encore le Premier ministre sur le volet économie. Le moteur de cette croissance sera l'investissement par la répartition optimale entre le secteur privé et le secteur public. L'élargissement de l'assiette fiscale, le renforcement du système de recouvrement des impôts, taxes et droits de douane, ainsi que la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale seront maintenus, tout en renforçant la gestion des établissements publics nationaux, des sociétés d'État et des sociétés à participation financière publique. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE par la Côte d'Ivoire le 26 juin 2012, au-delà de ses retombées bénéfiques, doit marquer symboliquement la fin d'une époque, celle des contre-performances économiques. D'accord. Alors, avec l'atteinte, Dr Binaté, du point d'achèvement PPTE, on peut le dire, les perspectives sont bonnes. Quels sont les pièges à éviter pour le PPTE, après être devenu PPTE? Ok, merci. Alors, je dirais que ce qu'il faut faire, si nous voulons que le PPTE réussisse, il faut investir dans les secteurs productifs, dans les secteurs sociaux. Il faut utiliser les fonds là où ils devraient être. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, dans des secteurs productifs, afin que ces investissements puissent produire la richesse et nous amener à la croissance économique. Voilà. Alors, il faut aussi, il faut pas, comme je l'ai dit, il ne faut pas utiliser ces fonds à des usages qui ne peuvent pas, qui soient pas productifs. Ça, c'est très, très important. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, à travers ce programme, va disposer de moyens. Et bien, il faudrait que ces moyens soient utilisés, comme je l'ai dit, soient investis, hein, pour pouvoir créer de la richesse. D'accord. Voilà. Docteur Diarra, j'ai envie de vous demander, mode d'emploi du PPTE, ça doit être quoi exactement? Bon, je pense que le PPTE est bien défini dans un schéma. Je pense que les fonds qui sont obtenus doivent être investis dans les secteurs sociaux, comme on l'a dit, dans les secteurs productifs. Et ce qui est important, c'est que si on veut s'assurer et si on veut que le PPTE atteigne les objectifs qu'on s'est fixés, il faut investir là où cela est prévu. D'accord. Il faut investir là, exactement où? Et dans les secteurs sociaux. L'éducation, vous savez que l'éducation, c'est important pour créer la richesse. C'est ce que Dr Binaté a dit. On s'endette, c'est vrai, mais il faut bien utiliser la dette. Il faut que la dette crée la richesse, pour que la richesse puisse permettre de financer le développement, mais surtout de rembourser la dette aussi. Les dettes ultérieures qu'on va contracter. Il y a aussi des exigences de bonne gouvernance. Bien sûr. Donc, elle a dit, la bonne gouvernance, c'est vrai, mais la bonne gouvernance aussi, c'est dans l'orientation, dans l'affectation des ressources. Donc, il faut que ces ressources soient affectées dans les secteurs sociaux. L'éducation, c'est important pour la société, c'est important pour la santé. Par une population bien éduquée, c'est une population bien informée qui choisit donc d'aller se soigner dans les services de santé modernes. L'éducation, c'est important aussi pour l'amélioration de la capacité productive des travailleurs. Ils sont plus productifs, ça crée la richesse. Et investir dans les secteurs sociaux de base, tels que l'accès à l'eau potable, etc., etc. Donc je vois que c'est l'orientation que les bailleurs de fonds nous ont donnée.
Et je pense que c'est cette voie qu'il faut suivre. D'accord. Alors, docteur Koménan, l'objectif aussi pour la Côte d'Ivoire à l'horizon 2015, c'est d'atteindre une croissance à 2 chiffres. Est-ce qu'avec le statut de PPTE, aussi avec l'annulation de la dette par le Club de Paris, on peut y arriver? Je pense que c'est possible à condition qu'on utilise ce que nous allons avoir, c'est-à-dire ces fonds-là, de bonnes conditions. Ça veut dire qu'il faut pouvoir investir, il faut investir ces fonds-là. Donc ça veut dire quoi? Les hommes, c'est-à-dire qui sont cooptés pour pouvoir conduire ces politiques, donc gérer les affaires publiques, on parle de bonne gouvernance. Donc, si ces fonds sont utilisés de façon efficiente et efficace, je pense qu'on peut atteindre disons, les chiffres de 10% à l'horizon 2015. Est-ce que vous avez déjà perçu au niveau du gouvernement un signal fort de bonne gouvernance? Je pense qu'avec l'instauration d'éthique, tout ce qu'il y a au niveau de la gouvernance, tout ce qu'on est en train on suit ça de près avec le Conseil des ministres, l'instauration du code d'éthique et dans ce cadre-là, je pense que... Il a vraiment appliqué ce code-là? Bon, il faut pouvoir... je ne veux pas vous dire que j'ai des indicateurs pour vérifier. Je pense qu'avec l'équipe gouvernementale, tout ce qui se passe, le président et le premier ministre veillent au grain pour que ça s'applique. Parce qu'en fait, nous sortons d'une crise. Et si c'est le gouvernement en place, c'est-à-dire que ce gouvernement qui est en place aujourd'hui a été élu cette base-là dedans de conduire une politique saine. Donc, pour pouvoir quand même pas s'amuser à ne pas respecter ce qui a été prescrit. Mais comme nous sommes des hommes, il faut le contrôle. Et c'est important aussi de pouvoir faire cela. Et si cela se fait de façon efficace, je pense que nous avons nous pouvons espérer que les chiffres de 10%... D'accord. Docteur Nguessan, avant la Côte d'Ivoire, il y a eu des pays qui ont pu accéder à l'initiative PPTE. Voilà. Quelle expérience tirer de ces pays-là? Est-ce que ça marchait à tous les coups? Bon, on ne peut pas dire que ça marchait à tous les coups. C'est vrai qu'il y a eu quelques dérapages, mais justement parce qu'on n'a pas suivi l'orientation que je vous ai donnée tout à l'heure. Les choses sont simples. On a élaboré des DSRP et dans les DSRP, on a donné la voie à suivre concernant l'utilisation des ressources. Et c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire autre chose. Voilà. D'accord, il faut s'en tenir. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire ne peut être pays émergent que dans un climat apaisé. On va parler de réconciliation. La crise a dressé des barrières entre Ivoiriens, le dialogue politique piétine. Que faire pour que l'opposition aujourd'hui, à qui le pouvoir tend la main, revienne dans la République, comme on le dit ici? Mais je pense que la réconciliation, c'est important. On ne peut pas bâtir une société prospère sans paix, sans réconciliation. Donc c'est très important. Mais il faut dire aussi que la réconciliation, c'est un processus qui prend du temps. Ce sont des hommes qui sont affrontés, des voisins, et les plaies sont encore là. On ne va pas réconcilier tout le monde en 3 mois, en 4 mois, en 6 mois. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique. Il y a déjà eu des concertations entre le Premier ministre et l'opposition. On parle même d'un statut de l'opposition. Mais je pense qu'avec le temps, on pourra trouver les voies et moyens pour que la réconciliation soit une réalité. Mais je pense aussi que pour une fois, on doit aller à la réconciliation, je dirais, véritable. Véritable, il faut que chacun y mette du sien, il faut que chacun soit prêt à consentir des sacrifices pour la Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de sacrifice irréalisable. Alors, l'objectif, on le connaît, il faut que tout le monde revienne pour reconstruire le pays, mais comment amener tout le monde autour de cet idéal-là? C'est là la véritable question, c'est là la véritable difficulté. Mais c'est d'abord la confiance. C'est pour ça que je dis qu'il faut que ce soit une réconciliation vraie. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut que chacun soit prêt à consentir des sacrifices. D'accord. Voilà. Docteur Binaté? Oui. Alors oui, moi je dirais que, pour abonder dans le même sens, il faut véritablement établir le dialogue entre les Ivoiriens. Comment on établit? C'est ça la question, c'est le comment qui coince jusqu'à présent. Comment établir le dialogue? Le dialogue entre les Ivoiriens. Mais il faut appeler les Ivoiriens à s'asseoir autour d'une table et à discuter, je pense. Je pense, sinon, c'est vrai, on parle de réconciliation, mais il faut que cela soit, comme il a dit, il faut que cela soit du concret. Il faut déjà que la classe politique donne l'exemple. On a vu le conclave de Bassam qui, voilà,
qui n'a pas été signé par tous les partis. Oui, c'est dommage. Comme je l'ai dit et comme le collègue l'a dit tout à l'heure, la réconciliation, il faut savoir que c'est un processus qui prend du temps. Vous comprenez? Parce que nous venons de loin. Quand on pense à la crise, dans la situation dans laquelle quand nous passons à la crise que nous avons vécue, alors on ne peut pas, ça fait combien, à peine un peu plus d'une année. Donc je pense que les Ivoiriens doivent être patients et ne pas se décourager, n'est-ce pas? Et savoir que cette réconciliation, comme mon collègue l'a dit, chacun doit vraiment, véritablement s'impliquer dans ce processus et comprendre qu'il y va pour le bien de chaque Ivoirien. Vous comprenez? Alors donc, je pense que les partis politiques, car c'est de cela qu'il s'agit, ils doivent véritablement mettre l'intérêt du pays en avant et vraiment discuter, dialoguer, s'asseoir autour de la table afin de trouver des solutions. D'accord. Alors, docteur Diarra, en dehors de la classe politique à réconcilier, le Premier ministre a pris le devant des choses. Il y a aussi la CDVR qui a été installée depuis plus d'1 an. Elle a un mandat de 2 ans. Voilà, nous avons déjà passé une année. Il est difficile d'évaluer les résultats de cette commission. Oui, je pense que la CDVR essaie si vous voulez, de conduire sa mission. Mais ce que nous constatons, c'est que il y a de moins en moins il y a moins de communication sur ce que la CDVR est en train véritablement de faire actuellement. C'est vrai que, et si vous constatez, que ce soit la société civile ou un certain nombre de corporations, on estime qu'on n'a pas toujours, on ne voit pas toujours les signes des actions menées par la CDVR. Ça ne signifie pas donc qu'elle ne travaille pas. Mais ce que nous pouvons dire en tant que chercheurs, nous pensons que la recherche peut apporter beaucoup à la réconciliation. Parce que nous avons, je pense, des ressorts sur lesquels nous pouvons nous appuyer et qui peuvent permettre d'aller vers cette réconciliation vraie. Comme mes collègues l'ont dit, la réconciliation, c'est vraiment une œuvre de longue haleine. Ça ne signifie pas également que le gouvernement s'arrête et atteint d'abord la réconciliation. On continue d'avancer, mais il faut toujours maintenir le dialogue. Et nous pensons qu'à force de persistance, tous ceux qui hésitent viendront. Parce qu'il y a eu une confiance qui a été effritée. Et je pense que pour regagner la confiance, il faut mettre du temps, il faut donner des signaux. Et c'est ce que le gouvernement s'attelle à faire. Je pense que si le statut de l'opposition, comme les gens l'indiquent, se met en place progressivement, et que ce soit une opposition qui ne s'oppose pas à tout ce qui est fait, mais qui apporte une contribution au développement du pays, je pense véritablement que nous irons vers cette réconciliation que nous recherchons. D'accord. Il y a aussi la question des conflits fonciers. Vous avez travaillé là-dessus. Voilà, cette question-là a contribué à exacerber la crise politique dans les régions forestières. C'est quoi le problème véritablement? Alors, sur le problème foncier, je pense qu'on a avancé beaucoup, si vous voulez, de raisons. Mais nous, en tant qu'économistes, nous pensons que l'une des raisons fondamentales, c'est beaucoup plus un aspect économique. Parce que vous avez déjà la terre, la pression qui se fait donc sur la terre, donc il y a une rareté des terres qui sont exploitables, compte tenu donc du taux démographique. Et puis vous avez à côté de cela les personnes qui avaient un emploi et qui perdent leur emploi, en tout cas dans le secteur moderne, et qui retournent dans leur contrée et qui décident donc de récupérer ces terres-là pour bénéficier ou pour avoir des ressources pour vivre. Et donc, ce conflit-là
naît parce que ces personnes-là n'ont pas d'emploi ou ont perdu leur emploi. Et je pense que l'une des solutions, c'est véritablement que l'État puisse créer les conditions pour que ces emplois qui ont été prévus ou promis, que ces emplois-là soient créés. Et je vous assure que ça va permettre, un temps soit peu, d'atténuer un peu les tensions. C'est vrai qu'il faut chercher à les régler définitivement. Toujours est-il qu'il y aura peut-être des poches de résistance, mais pour le faire, il est important également que des études soient menées pour comprendre aussi un certain nombre de fondements. Docteur, vous avez travaillé sur la question, effectivement. Bon. Voilà, que faire aujourd'hui? Certaines populations réclament leurs terres, d'autres disent avoir mis ces terres-là en valeur, ne peuvent pas les rétrocéder. C'est quoi la solution au conflit foncier? Je n'ai pas, je veux dire, de solution miracle pour rectifier. Nous sommes dans la réflexion. Nous n'avons pas travaillé pas fini. Voilà. Mais la réflexion que nous menons, je dirais donc au niveau du CIRES, c'est véritablement de voir, puisque nous avons identifié pour nous que c'est un problème économique, c'est de savoir est-ce qu'il n'est pas possible de faire asseoir les parties belligérantes et puis de savoir qu'est-ce que chaque partie est prêt à consentir comme effort pour permettre à celui qui exploite de continuer d'exploiter et celui qui réclame d'avoir quand même, si vous voulez, une rémunération par rapport à l'usage de sa terre. De sorte que s'il y a un gap, c'est de voir ce gap-là, quel est le mécanisme qu'on met en place pour combler ce gap, parce qu'on pense que c'est important d'arriver à une solution qui soit durable. Voilà un peu les réflexions que nous menons au niveau du CIRES. D'accord. Docteur Komenan, comment arriver à une solution durable pour gérer les conflits fonciers? Je pense que votre question est pertinente. Et le problème foncier, c'est un problème qui est complexe. Il faut l'avouer, c'est un problème qui est très très complexe. Ce qu'il faut savoir, on part d'où? Pourquoi il y a eu tant? Parce que pourquoi il y a eu tant de... Maintenant, le conflit foncier devient vraiment important dans les débats. Parce qu'on dit que le problème foncier, c'est ça qui a suscité la crise que nous avons vécue. Alors, il faut comprendre que, comme le directeur vient de dire, le support de notre production, puisque c'est une économie agricole, c'est la terre. Bien sûr. Donc ça, c'est le point de vue économique. Mais lorsque vous rentrez au point de vue social et anthropologique, vous regardez ce côté-là, parce qu'en fait, il faut regarder aussi le côté, la représentation, c'est-à-dire que la terre représente, qu'est-ce que ça représente pour une population donnée. C'est ça aussi qu'il faut chercher à comprendre. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas raisonner de façon purement économique, parce que c'est des secteurs qui sont intégrés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler l'économie du social. Donc, la représentation que le paysan a de la terre et la gestion qui se faisait avant, il y a un problème. Il y a un problème parce que la terre, dans toute, disons, dans toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud, un peu partout, la terre, ce n'est pas un bien de transaction financière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre la terre en tant que telle. Ça ne se vend pas. Mais au fil du temps, le problème, c'est qu'on vend. Et lorsque le problème de ce qu'on appelle le régime de propriété, ça veut dire que c'est un bien communautaire, ce n'est pas un bien à titre privé. Et ce bien qui n'est pas à titre privé, c'est à titre privé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je prends un exemple banal. Nous sommes sur ce plateau, nous sommes nous quatre chercheurs, nous appartenons à une famille. Il y a une portion de terre qui appartient aux parents que nous gérons, c'est-à-dire qu'on nous lègue. On nous lègue. Et puis, un d'entre nous se lève un matin et puis il va vendre cette terre-là à un individu, sans que nous soyons concertés. C'est-à-dire qu'on n'est pas au courant. Et lorsque M. X se décide d'aller utiliser cette terre-là pour faire autre chose, il se dit que le monsieur qui a dit, mais cette terre-là, moi, je l'ai acheté. Il a dit, mais attends. Donc, il y aura une des sources du conflit, c'est-à-dire au point de vue intrafamilial. Et puisqu'on va récupérer, alors celui qui a fait l'achat, alors va résister. Vous voyez? Donc, le conflit part de là. Donc, c'est à partir de là qu'il faut chercher comment trouver la solution. Alors, vous proposez quoi? Ce que je pourrais dire, comme le directeur l'a dit, nous sommes en train de réfléchir toujours, parce que comme c'est un problème très, très, très complexe, parce qu'on ne peut pas se lever un matin pour dire que voilà la solution miracle. Donc, il faut pouvoir aller pas à pas pour comprendre, parce que le problème, il est d'abord national, c'est-à-dire au niveau intrafamilial, intracommunautaire,
Et la communauté, ça veut dire que la communauté, entre guillemets, je dis, c'est nos frères qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus s'ajouter à nous, qui ont commencé à utiliser cette base, qui ont dit qu'ils ont acquis, ça veut dire à titre, disons, définitif, ça veut dire qu'ils ont acheté. Dans l'entendement du propriétaire foncier, lui, non, parce que ce n'est pas une transaction financière, ça veut dire que je vous ai concédé pour l'usufruit. Vous voyez? Donc, tous ces aspects-là, il faut pouvoir les analyser de fait en comble pour pouvoir extraire les solutions durables. Donc, et aussi, vous n'avez pas fini d'analyser. Non, mais j'en viens. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, il faut aller pas à pas pour ne pas. Parce que nous, en économie, si on est dans la recherche, on n'affirme pas. Il faut qu'on soit sûr que ce qu'on avance va pouvoir être durable. D'accord, je vous ai compris. Voilà. Docteur Nguessan, peut-être que vous avez la solution. Ben, moi, je suis économiste avant tout. Donc, les questions juridiques, droit coutumier, droit positif, tout ça, on laisse ces questions aux juristes. Mais nous sommes économistes et je rejoins le docteur Diarra pour dire que notre conviction, c'est que, ou notre hypothèse, pour parler comme les chercheurs, c'est que le problème, l'élément qui explique les conflits fonciers, c'est véritablement un problème économique. Parce que c'est un problème de rareté de la terre. Ensuite, cette rareté de la terre s'explique également par les modes de production. Si on utilise des techniques traditionnelles extensives, on gaspille la terre. Vous voyez? Et je pense, puisque vous avez parlé de solutions, l'une des solutions, c'est l'intensification agricole, faire en sorte que les populations fixées sur la même exploitation puissent accroître le rendement, mais aussi la question de la création d'emplois. Puisque tous les jeunes qui sont allés en ville à la recherche d'un emploi qui n'ont pas gain de cause reviennent au village, ce sont surtout ceux-là qui sont à l'origine des conflits fonciers. Si la politique nationale de création d'emplois se met en place et que les jeunes trouvent un emploi, jeunes qualifiés ou non qualifiés, je pense que cette question sera réglée en partie. Mais, comme on l'a dit, la question est économique. D'accord. Ben, je ne sais pas si le CIRES dispose de la... Docteur Binaté, vous avez réfléchi à la question du conflit foncier? Oui. Enfin, je pense que Vous alignez sur les différentes positions? Pour le moment, oui. D'accord. Et la réflexion continue. D'accord. Ben, on va laisser le CIRES continuer la réflexion. Oui. Voilà, peut-être qu'il va soulager le gouvernement qui a tenu un séminaire gouvernemental sur la question. Et on va parler à présent du forum social. Le Premier ministre a annoncé la tenue d'un forum social dans ce mois d'août. On va l'écouter et puis revenir au débat de cela. Personne ne sera laissé sur le bord du chemin du progrès. C'est l'un des objectifs du forum social qui sera organisé par le gouvernement au mois d'août prochain, pour asseoir avec les partenaires sociaux les bases d'un consensus national devant se traduire par une trêve sociale à laquelle nous devons parvenir pour donner toutes les chances à la reconstruction de notre pays. Ce forum social permettra d'examiner en toute objectivité et dans un esprit d'équité et de justice sociale les conditions d'épanouissement des travailleurs, que ce soit au niveau du traitement salarial ou des profils de carrière. Ce qui doit être ajusté sera ajusté. Ce qui doit être supprimé sera supprimé. Ce qui doit être augmenté sera augmenté. Voilà, moi je retiens juste la dernière phrase, docteur Kamena. Qu'est-ce qui doit être augmenté, qu'est-ce qui doit être supprimé, qu'est-ce qui doit être ajusté, selon vous? Je pense que le Premier ministre, le forum social, c'est-à-dire quand vous prenez la déclaration du gouvernement, de sa politique de conduire les affaires de l'État, c'est le gouvernement qui a réfléchi pour mettre en place ce cadre-là. Mais il faut pouvoir aussi interroger la population, d'où le forum social. Donc ce forum social, chacun va pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire les groupes sociaux vont pouvoir s'exprimer, donc donner leur point de vue, qu'est-ce qu'ils veulent pour cette Côte d'Ivoire de demain que nous attendons, c'est-à-dire après cette crise-là. Qu'est-ce que nous voulons? Dans ces conditions, le gouvernement va pouvoir se recadrer ce qu'il a déjà mis en place. Donc cette politique, cette déclaration de politique mise en place. Donc le forum social, quand ils disent ce qu'on va pouvoir retirer, ce qu'on va pouvoir ajouter, en fait c'est ce cadre-là qui s'exprime. C'est-à-dire qu'on attend la réaction des groupes sociaux par rapport à ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, est-ce que, bon,
S'il s'avère qu'il y a des compartiments qui sont laissés pour compte, alors il faut pouvoir, disons, les intégrer. Si il s'avère aussi qu'il y a certains compartiments qui ne répondent pas à l'attente de la population, il faut pouvoir aussi les retirer. Donc je crois que s'il a, dans sa dernière phrase, il a prononcé ces mots, c'est dans ce cadre-là. C'est comme ça, moi, je comprends. Mais je pense que les revendications ou les besoins des groupes sociaux sont déjà connus. Les revendications sont connues, c'est vrai, nous sortons d'une crise. Donc, en fait, on doit pouvoir disons, s'entendre comment conduire les affaires de l'État jusqu'à une certaine période. Parce qu'en fait, nous sortons d'une crise dont les revendications sociales, le gouvernement les connaît plus ou moins, je dirais, comme vous le dites, peut les connaître. Mais si il n'y a pas un consensus, parce qu'il n'y a pas une unanimité, mais s'il n'y a pas un consensus pour pouvoir aller de l'avant, il sera difficile au gouvernement d'appliquer, donc de mettre en œuvre sa politique. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on va organiser ce forum-là. Et connaissant ça, donc, si on demande une trêve, ça veut dire qu'on va demander à ce qu'on atteigne un certain moment, compte tenu des difficultés qu'on a, parce que le gouvernement va pouvoir se prononcer sur sa capacité. Parce que si je n'ai pas la capacité de répondre à vos besoins immédiats, alors il va falloir qu'on attende. Donc si nous tous on est d'accord pour aller de l'avant, je crois qu'il n'y a pas de problème. Docteur Nguessan, comment vous entrevoyez ce forum? D'abord, il faut dire que c'est une bonne chose, ce forum social, parce que dans toute démocratie, il faut promouvoir le dialogue et la concertation. Donc, à l'occasion de ce forum social, c'est sûr que les partenaires sociaux iront avec leurs revendications. L'État également, puisque l'État a un droit de réclamer certaines choses des travailleurs. L'État peut réclamer la productivité, la performance, etc. Donc, c'est normal qu'il y ait cette concertation. Mais je dis, il faut que cela se fasse dans la confiance, de sorte que même si certains engagements sont pris et que ces engagements ne peuvent pas être tenus dans le court terme, il faut que la confiance permette d'espérer que ces engagements seront pris. À l'occasion de ce forum social, c'est sûr que la question salariale sera à l'ordre du jour. Tout à fait. La question salariale, particulièrement dans le secteur public. On sait qu'il y a certains agents de certains ministères qui ont des traitements que d'autres n'ont pas. Ces questions seront débattues, les questions de primes, d'indemnité. Il y a aussi la question du code du travail qui intéresse le secteur privé. Les syndicats des travailleurs estiment que ce code du travail fait la part trop belle aux employeurs parce que c'est un code qui prône la flexibilité du marché du travail. Les employeurs estiment que ce code est favorable à l'expansion économique. Donc, il va y avoir un débat. Si on veut rendre le code du travail rigide, qu'est-ce qu'on offre en retour aux employeurs, etc., etc. Je pense donc que de bonnes résolutions vont sortir de ce forum social. D'accord, on a entendu le Premier ministre parler de trêve sociale et vous l'avez dit, c'est sûr que la question salariale sera au cœur de ce forum-là. Peut-on obtenir une trêve sociale sans satisfaire à ces conditions salariales-là? Parce qu'il y a longtemps que les syndicats et autres travailleurs manifestent pour l'augmentation des salaires. Non, mais je pense que la question du traitement salarial, c'est une question qui est en voie de résolution. Parce que l'État a pris déjà des engagements et l'État est dans les dispositions pour améliorer donc le traitement salarial des travailleurs. Je veux dire qu'il y aura des discussions sur certains points. Si on ne peut pas respecter à 100% les engagements, qu'on les respecte à 50%, je pense que cela peut suffire déjà pour qu'il y ait cette trêve sociale. Cette trêve sociale, elle arrange tout le monde. Elle arrange tout le monde parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que la Côte d'Ivoire rebondisse. Et si la Côte d'Ivoire rebondit, tout le monde va bénéficier donc de cette relance économique. Voilà. Et je pense aussi que les responsables des syndicats des travailleurs, d'associations d'employeurs et l'État sont tous conscients de la nécessité de cette trêve sociale, surtout dans cette période qui je dirais, où nous sortons fraîchement d'une situation de crise. On a besoin d'une trêve sociale pour repartir. D'accord. Docteur Binaté, oui, allez-y avec le forum social. Comment le réussir? Comment le réussir? Pour moi, un point important, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait l'équité dans le traitement de tous les travailleurs. Et il faut véritablement, ça c'est, je veux dire, il faut véritablement que chacun exprime ses besoins. Il faut que l'État aussi joue sa partition.
c'est-à-dire ayant écouté les uns et les autres, que chacun sache ce qu'il a à faire, quels sont ses devoirs, quels sont ses droits, et que ses devoirs et ses droits soient respectés, ses devoirs soient aussi, si vous voulez, que les droits soient respectés. En même temps que les devoirs. En même temps que les devoirs. Et que, comme on le dit, au sortir de ce forum, je pense que quand je parle de l'État qui doit jouer sa partition, il faudrait que, parce que tout à l'heure vous avez parlé du traitement salarial, donc ce qui voudrait dire que il faut qu'il y ait l'équité dans le traitement. Vous comprenez, je pense, notamment lorsque vous parlez, vous considérez par exemple les femmes, hein, vous comprenez que souvent à diplôme égal, on n'a pas les mêmes salaires. Donc ça aussi, ça peut, je vais dire, comme le docteur José l'a dit, il faudrait que chacun soit rémunéré selon sa productivité. Hein, et pour qu'il n'y ait pas de frustration par-ci et que je sois rémunéré en fonction de ce que je produis. Comprenez? Et donc, pour moi, il faut que, comme je l'ai dit, il faut écouter les uns et les autres. Il faut que chaque Ivoirien comprenne la nécessité de pouvoir s'engager véritablement. Et cela en étant dans des conditions meilleures de travail et en étant qu'est-ce que je... Je vais passer la parole au docteur Diarra. Voilà, comment réussir ce forum social, que ce ne soit pas une tribune de trop et que les deux parties retournent dos à dos? Merci. Je pense que mes collègues ont déjà, si vous voulez, balayé la question. Ce qui est le plus important, c'est que pour réussir tout ce qui a été indiqué, les taux de croissance que vous avez là, l'hypothèse forte, c'est que nous soyons dans une situation de stabilité. S'il y a des troubles, c'est clair que ça va affecter tous ces éléments que nous avons indiqués, le taux de croissance à 2 chiffres à l'horizon 2015. Ce qu'il faut, c'est surtout que chaque partie s'exprime et que les contrats ou les accords qui vont être signés, que chacun joue sa partition. Tout à l'heure, il a dit, si le gouvernement à un moment donné se rend compte que les engagements pris ne peuvent pas être tenus, il faut trouver les mécanismes pour rassurer les gens que ça se fera. Mais voilà les problèmes ou les difficultés qui entravent donc la tenue donc, des promesses qui ont été faites. Mais ce qui est le plus important, c'est de permettre aux gens de s'exprimer et de retenir pendant ce forum social la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire en avant et il ne faut pas voir ses intérêts personnels. Et c'est pour ça que le Premier ministre a parlé de trêve. Et je pense que la trêve, il faut trouver un arrangement pour permettre que cette trêve-là assure l'application des politiques et des mesures qui ont été arrêtées. D'accord. Alors, on va rester avec vous. Vous êtes le directeur du CIRES, je le rappelle. Pour prendre, vous avez le mot de la fin. Je vous remercie. Je tiens donc à réitérer encore mes remerciements à la direction générale de la RTI et vous dire que ça a été un exercice pour nous, un très bon exercice, et nous espérons que ce ne soit pas le dernier, et dire que la recherche, de façon générale, a beaucoup apporté au développement de notre institution, et disons de notre pays. Et je pense que le CIRES réalise des études, mais sachez que pour réussir la recherche, il faut des moyens. Et je fais, si vous voulez, je profite de votre antenne. Certainement que vous serez au forum social pour présenter voilà, mais cela. dites-nous en tant que chercheur, est-ce que vous croyez en ce programme du gouvernement? Je crois en ce programme du gouvernement et déjà je pense qu'il y a des signaux forts qui sont là et ces signaux-là, c'est déjà toutes ces infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées, qui sont en train d'être réalisées pour aller donc vers cette croissance-là. D'accord. Merci, docteur. Merci à vous. Merci à vous autres chers invités. C'est la fin de cette émission consacrée au décryptage de la politique générale du gouvernement.
Retenez que ce qui doit être ajusté le sera, ce qui doit être augmenté aussi le sera. C'est la promesse du Premier ministre Maître Jano Kwadio Aoussou. Les programmes se poursuivent sur RTI 1. Au revoir.